David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous les auditeurs. Alors il faut appuyer sur le rouge. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être venu ce matin à notre studio. Nous allons dresser une sorte de petit bilan de cette semaine tout à fait particulière, une semaine qui a été marquée au début par les commémorations du Yom HaZikaron et qui a été suivie donc hier par le Yom HaAtzmaut. Le bilan que l'on tire, c'est qu'on a le sentiment tout de même que ces deux journées sont tout à fait particulières. Elles font partie de l'éthos sioniste israélien. On a véritablement l'impression qu'il y a 363 jours, on va dire, normaux dans l'année, mais il y a 2 jours d'élévation, 2 jours de sentiments tout à fait particuliers. C'est ce que vous avez ressenti au cours de ces deux journées ? Oui, parce que cette date de 70 ans est une date particulière. Surtout depuis une trentaine d'années, le pays a avancé presque de 2000 ans. Rappelez-vous, Daniel, l'état du pays il y a 30 ou 40 ans et aujourd'hui où nous nous trouvons maintenant, c'est un bilan qui est extrêmement positif. Alors évidemment, il y a toujours le sacrifice d'abord et puis les résultats après. Le sacrifice, c'est une journée de douleur très particulière qui fait très mal. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à allumer la radio ou la télévision le jour du Yom HaZikaron, le jour du souvenir, parce que chaque histoire est une famille brisée. Et 23 640 soldats, c'est terrible, et c'est victime d'attentats. Mais le résultat, il est immédiat. C'est un peu difficile de passer dans un état qui est quasi de schizophrénie, un état triste, un état... J'entendais le jour du Yom HaZikaron un père qui a perdu son fils au combat, qui disait, qui écrivait à son fils, il a lu une lettre qu'il a écrite à son fils dans laquelle il disait « Je ne comprenais pas comment il était possible de faire la transition. » Il a dit « Maintenant que j'ai vécu cette douleur, écrit-il, je la comprends mieux parce que ça nous permet effectivement de mieux comprendre le sacrifice et que ce sacrifice, c'est celui qui a permis la création de l'État d'Israël. » Oui, c'est vrai, mais la douleur personnelle, la douleur familiale, la douleur intime, c'est une chose qu'on ne pourra jamais mesurer. Malheureusement, si on ne l'a pas vécue, on espère ne jamais la vivre. En tous les cas, pour répondre à votre question, 70 ans, ce sont des résultats qui sont absolument fabuleux, et ce pays plein de symboles. Alors, j'étais hier à Yom HaAtzmaut, j'étais sur le rocher de Masada. C'est sur le rocher de Masada. C'est tout un symbole. Voilà, des combattants qui se sacrifient, qui préfèrent la mort à la liberté. Et juste au moment où j'étais à Masada... Non, à l'oppression, pas à la liberté. Oui. Et pour la liberté, préfère mourir libre que de vivre esclave. Et juste à ce moment-là, où je suis devant un public où j'explique que ces combattants préféraient justement la mort à la liberté. Et les avions, vous savez, c'est tous ces différents avions, la parade aérienne passe devant nous. Alors quel symbole en face de Masada de voir que c'est une histoire, mais elle ne se répétera plus parce que justement nous avons maintenant les moyens d'assurer notre défense et notre liberté aussi. Alors, de ces événements, de ce qui s'est passé, alors vous avez peut-être vu des extraits de cette cérémonie d'ouverture des festivités de Yom HaAtzmaut, vous avez peut-être suivi de près ou de loin ce qui s'y est passé, vous avez peut-être aussi fait, comme le font presque, on va dire, plusieurs millions d'Israéliens, un barbecue, mais qu'est-ce qui vous a marqué dans cette journée, parmi toutes les festivités auxquelles on a assisté ? Tout d'abord, la diversité des personnes qui ont été citées pour recevoir le prix d'Israël et ensuite ceux qui ont évidemment allumé cette flamme. Les 12 flambeaux le jour de la... Alors, il y a... C'est-à-dire les personnes qu'on essaye d'honorer. Ça va à une jeune fille de 15 ans qui est sourde et qui a réussi à trouver un moyen technique pour ne pas oublier les enfants dans la voiture et connaître les drames que l'on connaît. Ça va d'un écrivain qui est de la gauche israélienne, de la gauche forte, mais ça va aussi à cette femme Myriam Peretz qui a marqué, je crois, les 70 ans de l'État d'Israël. Une femme qui, à elle-même, résume toute l'histoire d'Israël, en fin de compte. Des parents qui vivaient sur les montagnes d'Atlas du Maroc et qui étaient des gens simples et qui rêvaient de Jérusalem jusqu'à son allié à 9 ans dans un campement près de Beersheba. Et puis le sacrifice de ses 2 enfants, de son mari aussi qui est mort de chagrin, de peine. Et puis la force qu'elle tient, sa volonté de vivre et d'enseigner. Tout à fait impressionnant. C'est quelque chose d'absolument incroyable. On ne pouvait pas rester indifférent. Et ceux qui n'ont pas versé de larmes quand on a entendu son discours sont vraiment des personnes ou qui n'ont pas de cœur ou qui ont un cœur en pierre.
Alors c'est donc cette image de Myriam Peretz qui restera gravée pour vous à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'État d'Israël. Je crois que vous ne serez pas le seul, probablement. En fait, elle résume tout. Elle résume une enfant qui est née au Maroc, qui est née donc en diaspora, comme beaucoup d'Israéliens, presque la moitié d'Israéliens viennent de diaspora et qui réussit professionnellement, qui s'intègre professionnellement, qui est une Israélienne comme tout le monde, et puis qui paye le prix le plus fort qu'on peut payer, parce que 2 enfants, et puis qui au lieu de sombrer dans la détresse, qui réussit à vivre, à donner à insuffler une force de vie absolument incroyable, un message de volonté de vivre, d'optimisme, de reconstruction. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'une personne peut représenter elle-même toute seule. Alors, bien entendu, l'anniversaire, c'est toujours l'occasion de faire un bilan. Les perspectives, qu'est-ce que l'on peut attendre d'un État comme celui-là ? Enfin, peut-être on peut utiliser même le message qu'elle nous a transmis, Myriam Peretz, c'est-à-dire un message d'unité. Est-ce que cette unité, elle est possible dans l'État d'Israël pendant les 363 jours où on ne célèbre pas ni les victimes du terrorisme, ni l'indépendance de l'État d'Israël ? Je crois qu'il faut essayer un petit peu de voir un petit peu plus large, c'est-à-dire il y a les différentes communautés dans notre pays qui sont aussi partie prenante de la vie du pays. Le dirigeant de la communauté druze a allumé lui-même un flambeau. Donc c'est aussi tout un symbole. Nous avons aussi des circassiens, des musulmans circassiens qui font l'armée et qui participent à la vie du pays de façon active. Nous avons des chrétiens qui vivent ici en permanence et qui aiment l'État d'Israël, qui adorent l'État d'Israël. Donc quand Myriam Peretz parle d'un puzzle, est-ce que c'est seulement parmi les juifs qui sont aussi israéliens, c'est-à-dire unir toutes les tendances religieuses et laïques, ou bien aussi réunir toutes les minorités qui nous soutiennent et qui font partie prenante de la vie du pays, comme par exemple, on l'a rappelé, les Druzes. C'est ce qu'il faut arriver peut-être un petit peu plus tard dans l'avenir, à réunir un petit peu tout le monde, enfin tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui sont avec nous, et essayer de faire en sorte qu'ils s'identifient encore plus au pays. Et puis évidemment, au-delà de toutes les avancées technologiques, au-delà du fait que nous pouvons nous-mêmes assurer notre propre sécurité, il faudra un jour penser aussi à faire reconnaître notre capitale. On est dans la voie de Jérusalem. Je citais Benjamin Netanyahu qui en a parlé hier. Il y a encore la Roumanie ce matin qui a annoncé qu'elle ferait transférer son ambassade à Jérusalem. C'est une bonne chose. C'est le 4e ou 5e pays après l'Honduras, le Guatemala, évidemment, les États-Unis. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon processus. Je pense qu'on peut espérer, évidemment, ce que tout le monde espère depuis déjà la création de l'État, c'est-à-dire une paix avec nos voisins. Et puis un jour, pouvons-nous espérer d'avoir aussi des frontières définitives et reconnues. Voilà. En fait, on a besoin maintenant de terminer le processus de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire d'avoir une capitale reconnue et d'avoir des frontières reconnues, qu'elles soient aussi définitives. Et pendant ce Yom Ha'atzmaut, je me suis un peu promené dans le Shomron, en Samarie, et j'ai eu une pensée parce que je voyais sur la route des voitures israéliennes, bien entendu, mais aussi des voitures palestiniennes. Et quelque part, la comparaison, elle est assez frappante, puisque il y a 70 ans, l'ONU reconnaissait le partage entre un État juif et un État arabe. Le monde arabe aurait pu le prendre pour offrir aux Palestiniens cet État auquel ils aspirent. Et finalement, aujourd'hui, 70 ans après, on voit l'État d'Israël, où l'État d'Israël est arrivé, au rang de puissance, et où le peuple palestinien se trouve. Oui, c'est pas seulement le peuple palestinien. Daniel, regardez le monde arabe dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Regardez la Syrie, regardez l'Irak, regardez la Libye. Et regardez même les dirigeants arabes qui tremblent pour leur siège, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. C'est vrai que l'État d'Israël a eu le mérite d'avoir des hommes comme David Ben Gurion qui ont, à ce moment précis de l'histoire, au moment où il le fallait, ont reconnu l'État d'Israël, ont proclamé la création de l'État d'Israël. Alors qu'on a l'impression que côté palestinien, la seule raison d'être des Palestiniens, c'est peut-être d'être le négatif des Israéliens, quelque part, ou de combattre Israël. Quelle raison, comment vous analysez en fait cet énorme décalage, ce fossé? Le fossé qui se creuse, et regardez les manifestations violentes et les attaques qui partent de la bande de Gaza.
les Palestiniens qui vivent là-bas, à la place de se retourner contre leurs dirigeants qui les ont amenés à cette situation, pensent qu'en attaquant les soldats ou à la frontière... La seule innovation, c'est des cerfs-volants avec des bouteilles incendiaires. Écoutez, c'est caractéristique de tout le monde arabe, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est caractéristique du monde arabe qui n'avance pas, qui même des fois recule dans l'horreur, dans le massacre. On parle de 350-400 000 tués en Syrie, des enfants gazés. Voilà, c'est l'image du monde arabe, le fossé qui se creuse, et les Israéliens qui sont toujours en perpétuelle continuité, progression, et qui rattrapent un retard parce que nous n'avons que 70 ans. Et pourtant, même Binyamin Netanyahou, là-dessus, a dit qu'il y avait un changement. Il l'a dit lors de la cérémonie de mercredi soir, qu'il y avait un changement, et que ce changement, c'était que pour la première fois, l'État d'Israël n'était plus considéré par certains pays arabes comme un ennemi, mais au contraire comme un allié potentiel. C'est vrai, parce que les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis, donc dans ce conflit... sont nos amis. Voilà, exactement, oui, dans ce conflit sunnite-chiite, il y a des alliances qui sont des alliances un petit peu étranges. En tous les cas, vous parlez des Arabes qui vivent en Judée-Samarie, en Judée-Samarie, en Cisjordanie, mais je vois aussi beaucoup d'Arabes de Jérusalem qui ont un statut un petit peu spécial, puisqu'ils sont des résidents permanents et pas citoyens de l'État d'Israël, qui eux considèrent, je parle de la nouvelle génération qui voudrait faire partie de l'État d'Israël et qui n'envisage pas du tout justement de revenir de l'autre côté, c'est-à-dire du côté palestinien, parce qu'on sait la corruption, on sait le régime qui est en place. Et donc il y a aussi une lueur d'espoir, parce que les Arabes qui vivent parmi nous, évidemment les Israéliens, ceux qui sont de citoyenneté israélienne, et même ceux de Jérusalem, comprennent qu'ici, il fait bon vivre. Si on devait peut-être même résumer cette interview, je citerai juste un chiffre. Israël est le 11e pays où les habitants sont le plus heureux au monde. 11 sur 156 pays. C'est même avant la France et même d'autres pays, les États-Unis. Donc c'est quand même extraordinaire. La 11e nation qui est la plus heureuse d'habiter ici. Je crois que ça résume en fait les 70 ans de l'État d'Israël. Ça veut dire que finalement, on comprend bien le mérite des pères fondateurs, de ceux qui ont combattu pour que l'État d'Israël puisse vivre, et que quelque part, on est conscient de la réalité, du privilège et du mérite que nous avons de vivre ici, n'est-ce pas ? Vous savez, je donnerais beaucoup pour savoir comment Théodore Herzl, s'il pouvait juste ressusciter quelques minutes et faire un tour d'hélicoptère. Voilà. Je crois qu'il serait très surpris. Merci beaucoup, merci beaucoup David Shapira d'être venu ce matin pour commenter, on va dire, les lendemains de fête de ce Yom HaAtzmaut, de ce 70e anniversaire de l'État d'Israël. Passez une agréable journée, Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom. Voilà, nous allons marquer une petite pause, et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons retrouver, peut-être aussi dans le même état d'esprit, le Rav Michael Sultan qui va nous faire le mot de la paracha de cette semaine, et qui va le lier certainement avec justement les festivités du Yom HaAtzmaut.